Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je m'appelle Ronan Pilar, je suis étudiant en master transport et développement durable et je suis shifter depuis maintenant 1 an. Je suis ravi de modérer cette conférence Surpasser les leviers technologiques au profit de la sobriété pour rendre la mobilité quotidienne durable, inclusive et équitable. Je ne vais pas trop m'attarder à rappeler des chiffres, ça sera fait après, mais voilà, on est à peu près au courant des émissions liées au transport et des émissions en particulier liées à la voiture particulière. Il faut savoir que la mobilité du quotidien représente la moitié à peu près des émissions des véhicules particuliers. Aujourd'hui, il y a quand même 2 choses qui sont vraiment présentes. C'est une dépendance à la voiture qui participe à ces émissions et au changement climatique et les solutions recherchées qui misent de plus en plus sur la technologie, sur l'augmentation de l'autonomie et de la taille des batteries pour les véhicules électriques qu'on nous promet pourtant comme rendre notre mobilité plus durable. La sobriété, dans ce contexte, elle se réfère à une approche responsable et mesurée de la mobilité qui vise à réduire l'impact environnemental et à garantir l'accessibilité pour tous les individus et à promouvoir l'équité sociale. Cette conférence étudiera dans un premier temps la construction de la dépendance à la voiture et l'autosolisme, notamment subi par les imaginaires autour de l'objet de la voiture. Nous étudierons ensuite des leviers de lutte contre l'autosolisme et l'automobile en recherchant des solutions à différents horizons de territoire principalement. Et enfin, nous évaluerons les politiques publiques à ce sujet en déterminant lesquelles peuvent réellement mener vers plus de sobriété. Pour mener cet exercice, j'ai l'honneur d'accueillir Bénédicte Levionnet, Aurélien Bigot, Laura Foglia et Arnaud Passalacqua. Merci pour votre présence. Pour commencer tout de suite, peut-être par vous Arnaud, vous êtes issu d'une double formation d'ingénieur et d'historien, chercheur au Laburba et professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Vous vous intéressez aux enjeux de mobilité dans notre société en s'attachant au système qui le constitue. Vous traitez entre autres des questions de mobilité à partir d'une approche de temps long et de concepts transversaux tels que les imaginaires. Donc, avant de se plonger dans les solutions afin de limiter l'automobile et l'autosolisme, il semble intéressant de s'attacher au récit de la construction historique de notre dépendance aux véhicules particuliers. Oui, alors merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargé de vous faire une histoire des mobilités en 5 minutes. Alors, je vais juste pointer quelques toutes petites choses qui me paraissent importantes. C'est d'une part insister sur le fait que la mobilité a d'abord été une histoire de corps et est toujours une histoire de corps. C'est quelque chose de très incarné et c'est le seul réseau technique dans lequel vous montez et vous mettez votre corps. Et donc, c'est quelque chose où historiquement, en fait, on a construit tous ces éléments pour nous bouger. Comme en fait ce ne sont que des prothèses pour nous rendre plus rapides et plus capacitaires ou plus endurants pour aller plus loin et plus vite. Et ça a d'abord été des animaux qui nous ont permis d'aller un peu plus vite que la marche, un peu plus loin, et multiplier nos horizons ou diversifier un peu nos horizons. Et puis en fait ça a été aussi lié bien sûr aux infrastructures et à l'idée même de réseau, à l'idée de contrôle du territoire. Donc là, je suis plutôt sur du XVIIIe siècle, un peu avant le chemin de fer, où on commence à mailler, à contrôler, à ce qu'on pourrait appeler aménager. Hein, c'est la création de l'école des ponts en 1747. Et puis, en fait, avec le chemin de fer qui arrive un peu comme une coïncidence, alors peut-être pas complète, mais avec cet état d'esprit, vous avez une accélération qui s'opère. Et si vous réfléchissez, hein, personne n'a jamais été à 50 km/h avant que le chemin de fer arrive. Donc quand vous êtes dans votre voiture à 50 km/h à trouver que ça va pas vite en ville, eh bien c'est une expérience que des millions et des millions de gens n'ont jamais vécue avant que le chemin de fer arrive dans les années 1820, 30, 40. Et progressivement, en fait, cette histoire de l'accélération, il faut bien la voir aussi comme étant une histoire de l'accumulation, du cumul, et non pas de la transition. C'est-à-dire que nous continuons à marcher, nous continuons à faire du vélo, mais nous avons ajouté d'autres systèmes
le chemin de fer pour le 19e siècle, même si il y a aussi beaucoup du bateau, etc. Et en fait, évidemment, l'automobile qui arrive comme un relais. Et un relais, l'automobile présente ceci de particulier, c'est qu'elle est beaucoup moins capitalistique individuellement que la machine à vapeur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter une machine à vapeur. En revanche, au final, presque tout le monde peut s'acheter un moteur thermique. Et puis, du coup, elle va atomiser les pratiques et elle va un peu rompre avec cette logique de contrôle du territoire et d'essor d'un réseau, comme l'aimaient bien les ingénieurs des ponts, selon la logique un peu saint-simonienne de l'aménagement du 19e. Et du coup, on est arrivé sur un territoire beaucoup plus diffus, beaucoup plus dilaté, et avec des pratiques très individualisées, et en même temps qui se massifient, puisqu'on va tous en même temps faire les mêmes choses au même moment, au même endroit. Donc on a ici un essor de l'automobile qui, en plus, a produit, peut-être contrairement à d'autres systèmes, il produit une moindre efficacité des autres systèmes de transport. C'est-à-dire que quand l'automobile porte le développement de la ville, eh bien, elle réduit la capacité des autres systèmes à accompagner ce développement, que ce soit les bus, les tramways, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas quand vous restez avec des systèmes à l'ancienne. Donc voilà la construction d'un territoire qui progressivement s'est rendu dépendant d'un système que Illich appelait le monopole radical en fait, de l'automobile. Merci beaucoup Arnaud pour ces éléments historiques. Je trouverais intéressant maintenant de regarder ce qui fait la force de cet objet à travers l'étude en fait de son système, de tout un système voiture. Et pour ça, je vais laisser la parole à Laura Foglia. Laura, vous êtes responsable de projet mobilité au Shift Project et spécialiste dans la planification des transports à différentes échelles territoriales et le développement des politiques de mobilité bas carbone. Notamment, vous avez rédigé la rédaction du guide pour la mobilité bas carbone. Dans ce guide, vous évoquez en introduction, il me semble, le système voiture. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce système qui n'est pas seulement composé finalement d'un objet véhicule ? Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, effectivement, si la voiture est devenue aussi omniprésente et aussi indispensable dans nos vies, dans nos sociétés, c'est parce qu'il ne s'agit pas que d'un véhicule, mais d'un système qui a su s'imposer en tant que tel, avec une réaffectation donc, de l'espace public, donc ce qu'on appelle l'infrastructure, mais c'est l'espace public dans les villes. C'est la construction d'infrastructures qui nous permettent d'aller très vite et loin. C'est aussi la construction d'infrastructures de stationnement qui nous ont permis jusqu'à très récemment de stationner gratuitement et de toute façon très facilement dans les lieux de départ et de destination. C'est tout le système de service à la voiture qui représente aussi un enjeu économique très important à côté aussi de l'industrie automobile. Et c'est aussi, et c'est le lien avec le thème de la journée, c'est aussi tout un système d'imaginaire qui a été porté donc, entre autres par l'industrie automobile, pour associer la voiture avec une notion de liberté, avec une notion d'ubiquité, etc. Et en fait, ce système, il n'a pas qu'une existence immatérielle, il a une existence matérielle aussi, puisqu'il s'est traduit dans les villes par ce qu'on appelait aussi la périurbanisation un peu tous azimuts, qui est due à cette utilisation de la voiture. Et à cette idée aussi qu'on pouvait aller de plus en plus vite, et on constate très clairement dans les enquêtes ménages qui ont été réalisées tout au long, enfin en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle, qu'en réalité on se déplace de plus en plus loin. Le budget temps il reste pareil en fait, on se déplace toujours à peu près 1 heure par jour, mais on va de plus en plus loin. Donc, on consomme de plus en plus de kilomètres et c'est ça aussi qui fait une partie des émissions de gaz à effet de serre dont la mobilité quotidienne est responsable.
Merci beaucoup. Ce qu'on comprend donc, c'est vraiment qu'il ne s'agit pas d'un objet, mais de tout un système, et que l'amélioration de ce système, de par sa technique et l'amélioration des services autour de ce système, a augmenté les vitesses. On pourrait donc se demander quelle est la conclusion, et donc qui est finalement non pas un rapprochement, mais un éloignement par rapport aux principaux services. Et je pense intéressant d'avoir quelques éléments chiffrés à ce propos. Et pour ça, je vais vous demander à vous, Aurélien. Aurélien Bigot, vous êtes chercheur. Vous avez rédigé une thèse sur le sujet, les transports face aux défis de la transition énergétique. Cette dernière vise entre autres à approfondir les moyens pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans le secteur des transports en France d'ici 2050. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé de la chaire Énergie Prospérité. Donc, quels sont un petit peu quel cadre chiffré est-ce qu'on peut mettre autour de cette accélération et de cette augmentation finalement des distances parcourues? Oui, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. En effet, ce qui a été cité, c'est le phénomène d'accélération des mobilités de plus en plus rapides et du coup des déplacements de plus en plus lointains. C'est un peu en fait le grand paradoxe. Quand on accélère les mobilités, souvent on le fait pour gagner du temps. Et toujours quand on cherche à aller plus vite, c'est pour se dire on a envie de gagner du temps. Et en fait, le grand paradoxe, c'est que historiquement, on a multiplié la vitesse moyenne des mobilités par 10 à 12 environ depuis 2 siècles. Et en fait, ça, on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, mais plutôt pour avoir des distances justement 10 à 12 fois plus élevées. Et comment s'est faite cette accélération? C'est justement beaucoup via le passage d'une mobilité plus lente, donc très largement dominée par la marche. Quand on essaie de reconstituer un petit peu historiquement en termes de pourcentage des temps de transport, donc là c'est de 1800 jusqu'à 2017, quelle est la part des différents modes de transport dans les temps de transport, dans les pratiques de mobilité, on se rend compte que la marche a dominé pendant très longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 générations, en 1950, c'était encore la marche qui dominait très largement à plus de 80% de nos temps de déplacement. Et il y avait déjà à ce moment-là une concurrence entre différents modes de transport, mais c'est vraiment suite aux années 1950, dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, etc., le développement de l'automobile, la hausse de la motorisation des ménages qui a été très forte. En 1950, il y avait une voiture pour 25 personnes en France, en moyenne, et en gros, depuis le début des années 2000, on est plutôt à peu près à une voiture pour 2 habitants. Donc on a eu cette croissance extrêmement forte en l'espace d'une cinquantaine d'années, et ce développement de la voiture, il s'est principalement fait en remplacement de la marche, et du coup forcément avec une augmentation de la vitesse moyenne de ces déplacements qui a été extrêmement forte, et ça on n'en a pas profité, voilà, comme je disais, et comme ça a été dit, pour passer moins de temps dans les transports, mais plutôt pour aller plus loin. Et du coup, si on fait ce même graphique, non pas en temps de transport, mais plutôt en distance parcourue, eh bien on a plutôt ce type de courbe là, où finalement pendant longtemps on est resté en moyenne, alors là c'est une moyenne sur l'ensemble de la population, quand le transport attelé s'est développé dans un premier temps, c'était plutôt pour des déplacements de plus longue distance, mais pour une fraction de la population voilà, très faible et plutôt voilà, très, très aisée également. Mais c'est vraiment avec l'essor de la voiture, suite aux années 50, qu'on a eu donc ces distances de transport qui ont explosé, qui ont participé du coup à cet aménagement du territoire avec des distances plus longues, et puis qui, une fois qu'on a aussi cet aménagement du territoire, ces modes de vie qui sont en gros calibrés autour de la voiture, eh bien on a aussi cette dépendance quelque part qui s'installe à avoir des longues distances de transport qui rendent plus difficile l'usage de la marche, l'usage du vélo, qui sont plutôt plus adaptés pour des distances qui restent relativement limitées. Et puis un tel éparpillement à la fois des habitats, des différentes activités, que les transports en commun aussi peuvent être plus difficiles à mettre en place si jamais il y a cet éparpillement, alors que les transports en commun ont plutôt besoin d'une certaine massification des flux pour être efficaces. Donc c'est ça qui est évoqué aussi dans la marginalisation des autres modes de transport. La voiture a eu tendance à prendre voilà, la place vraiment dominante dans les mobilités, et du coup à marginaliser aussi les autres modes dans les pratiques de mobilité. Aujourd'hui, si on regarde à la fois en nombre de trajets, donc le nombre de trajets historiquement est resté aussi relativement stable, on est à peu près à 3 à 4 trajets par jour et par personne en moyenne sur la population, et bien c'est la voiture qui domine assez largement en termes de temps de transport et de distance parcourue aussi. À chaque fois, on est quasiment à 2/3 de ces 3 différentes caractéristiques de mobilité qui sont assurées par la voiture, donc qui domine aussi très largement voilà, la mobilité, jusqu'à une situation même de dépendance pour beaucoup de personnes.
Merci beaucoup à vous trois pour cette première partie qui nous explique parfaitement la construction de nos modes de vie autour de la voiture particulière. Je trouverais pertinent maintenant de passer sur finalement ce que l'on peut faire. Et ça à différentes échelles de territoires et notamment de métropoles telles que la métropole de Nantes. Et pour ça, je vais vous demander à vous, bien sûr, Bénédicte Lovionnet. Vous êtes ingénieur de formation et experte dans le management et la gestion de projets liés à la fabrique de la ville. Vous dirigez depuis 6 ans le département mobilité de la métropole de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur finalement les mesures de promotion alternatives à la voiture dans la métropole et mettre potentiellement en perspective aussi avec le territoire dont on parle? Bonjour à tous. Effectivement, les enjeux pour nous d'aménagement du territoire, je vais peut-être commencer par ce volet-là parce qu'ils sont essentiels. C'est d'abord comment est-ce que finalement on agit pour réduire la demande de mobilité. C'est le premier levier. Et là, c'est bien la façon dont on va organiser notre territoire, la façon dont on va mixer finalement les différents besoins que l'on a au cours de cette journée. Donc comment est-ce que au sein d'un même quartier, on va créer ce qu'on appelle la ville des courtes distances, la ville du quart d'heure, quel que soit le nom qu'on lui donne. L'idée, c'est bien de retrouver dans un périmètre faisable à pied ou à vélo dans la journée l'ensemble à la fois des services, mais aussi des lieux pour vivre, pour travailler. Donc ça, c'est vraiment la façon dont on a de fabriquer la ville qui a de fait un impact sur la mobilité. Un autre levier, effectivement, notre objectif second, c'est de réduire finalement la part modale de la voiture. On vient de voir qu'elle était dans une phase plutôt inflationniste et comment on va réussir à inverser cette tendance. Pour ça, on va agir aussi sur différents leviers. Pour avoir un ordre de grandeur à la métropole, aujourd'hui, on a à peu près 40% de part modale voiture. On a un objectif à 2030 de passer à 27%. On va agir d'abord sur les infrastructures. C'est peut-être le plus facile quelque part dans l'aménagement du territoire. Mais comment est-ce qu'on va effectivement créer des aménagements qui permettent de réduire la place de la voiture? Un petit exemple peut-être. Voilà. Là, vous avez le cours des 50 otages, qui est pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, qui est un des axes principaux de Nantes. Vous voyez l'évolution, 7 voies voitures il y a encore très peu de temps. À l'arrivée du tramway, on est passé à 4 voies. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 voies, sachant que sur ces 2 voies circulent principalement des bus, puisqu'on est à l'intérieur d'une zone à trafic limité qui réduit l'usage de la voirie aux habitants et à ceux qui travaillent à l'intérieur de la zone. Et on a redonné effectivement la place due au transport collectif, mais aussi au vélo. Vous voyez un axe vélo magistral en plein centre. Donc voilà, en fait, pour illustrer ce que disait Aurélien, c'est ça, en fait. Comment est-ce que de la place totale laissée à la voiture, on la réduit progressivement pour pouvoir, par des aménagements qui bénéficient aux modes actifs dans la centralité, mais aussi au transport collectif, parce que finalement, ces déplacements de courte distance dont on parle, les déplacements de moins de 3 km sur la métropole, c'est à peu près 54% des déplacements. Par contre, c'est uniquement 10% des émissions. Donc le vrai sujet, il est avant tout quand même sur les déplacements les plus longs, ceux qui font plus de 10 km. Et c'est pour ça qu'on investit aussi fortement dans les transports collectifs, avec un réseau historiquement, qui est un réseau en étoile sur la métropole nantaise, et la volonté d'étendre ce réseau pour qu'il atteigne au moins, voire au-delà du périphérique, pour capter finalement ces voitures, parce que c'est vrai que du coup dans les secteurs plus ruraux, on a encore beaucoup de voitures, mais les capter le plus en amont possible, dans des parkings relais qui sont construits sur toutes ces branches finalement du réseau de transport collectif performant pour pouvoir faire ce report modal vers les transports collectifs. Et un autre enjeu, puisqu'on parle des déplacements longue distance, c'est aussi de réfléchir à la bonne échelle. Et finalement, l'échelle métropolitaine, c'est plus forcément la bonne échelle pour dire les choses, puisque l'aire urbaine, c'est-à-dire finalement le bassin d'emploi de la métropole, il est beaucoup plus large que le périmètre des 24 communes de la métropole. C'est pour ça qu'on travaille fortement avec la région pour renforcer, mettre en place ce qu'on appelle maintenant un service express métropolitain, mais du coup qui va pouvoir s'appuyer à la fois sur le réseau ferroviaire, mais aussi sur des lignes de bus express pour faire en sorte qu'effectivement toutes les personnes qui se sont éloignées progressivement justement de la métropole parce qu'elles avaient ces voitures, progressivement elles puissent basculer de la voiture vers des modes collectifs et donc ainsi réduire leurs émissions. Merci
Merci beaucoup, Bénédicte, pour ces éléments sur la métropole de Nantes. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on s'intéresse donc à d'autres types de territoires, peut-être encore plus ruraux que la métropole de Nantes, il y a un aspect territorial quand même vraiment important autour de la mobilité. Et, Arnaud, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur les différents domaines de pertinence, de solutions possibles pour trouver une alternative finalement à la voiture, et comment est-ce que ces territoires finalement encouragent ou non un report modal de la voiture vers d'autres modes de transport? Alors la question est peut-être un peu large, mais moi la notion que je voulais mettre bien en avant, c'est le rapport à la vitesse. On la voit à différents endroits. On la voit sur les autoroutes ou aussi bien sur les départementales sous l'époque d'Édouard Philippe qu'en ville, où à chaque fois en fait on retrouve cette idée que c'est un tabou, que les gens perçoivent mal les vitesses, mais dès qu'on leur dit qu'il va falloir le réduire, ils font un scandale. Alors qu'on sait aussi que c'est une des conditions clés de fonctionnement des autres systèmes et de réduction de l'impact énergétique. Alors ça, pour l'autoroute, c'est très clair, mais à la limite, l'autoroute est un peu en dehors de notre sujet. Et donc, je pense que les territoires, aussi bien si on parle du 30 à l'heure, du 80 à l'heure ou du 110 à l'heure, ça nous renvoie vers des différents types de territoires, pour le dire comme ça. Ralentir la voiture, ça a plusieurs effets extrêmement positifs. D'une part, ça réduit la capacité de la voiture à aller plus loin, puisque si vous avez compris, les budgets de temps sont constants, c'est-à-dire qu'on passe toujours autant de temps, mais du coup, si la voiture va moins vite, on va aller moins loin. Et deuxièmement, ça rend possible plus de cohabitation, et notamment en ville, voire en zone rurale, hein. La cohabitation avec d'autres modes, plus lents, plus fragiles, est bien évidemment beaucoup plus faisable quand la voiture va à 30 ou en zone 30 que lorsqu'elle va à 50 par exemple. Donc je ne parle même pas d'éventuelles routes à 70 comme il y en a encore un peu parfois dans des villes. Et du coup, là, il y a aussi une question de cohabitation physique, pratique des différents systèmes. Donc c'est en fait organiser une sorte de moindre efficacité de l'automobile afin de rendre une meilleure efficacité des autres systèmes. Et y compris en zone alors beaucoup moins dense, où on peut penser aussi aux effets que l'automobile fait sur les distances à parcourir en campagne et sur l'incapacité qu'on a à les faire en VAE, enfin en vélo à assistance électrique ou en véhicule un peu intermédiaire restant à inventer entre le vélo et la voiture. Et des ralentissements rendent possible d'envisager d'ouvrir de nouvelles fenêtres de possibilités de véhicules avec beaucoup moindre impact écologique. Pour terminer un petit peu sur cette question de territoire, il y a un élément qui semble intéressant, c'est peut-être de développer sur ce qu'on appelle les zones de moyenne densité. Laura, dans votre guide pour la mobilité bas carbone, vous essayez de vous attacher à créer un système cohérent pour les zones de moyenne densité. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être aussi décrire quel système donc alternatif serait associé à ces zones de moyenne densité? Oui, donc les zones de moyenne densité, c'est un sujet auquel on a commencé à s'intéresser en 2017, à peu près au Shift. Et c'est tout ce qui est ville moyenne et première, voire début de deuxième couronne des grandes agglomérations. Pourquoi ? Parce que ce que l'on a constaté, et notamment à travers les différentes enquêtes ménages, c'est que dans les centres-villes des villes denses, il y avait eu pas mal d'initiatives, et d'ailleurs Nantes a été parmi les précurseurs dans ce type de ville, pour piétoniser, pour remettre les tramways, les transports en commun, pour réaffecter l'espace public et pour gérer aussi le stationnement, qui est aussi un levier très important dans l'obtention du report modal. Et donc, les enquêtes ménages ont commencé à montrer l'efficacité de ces politiques, mais pour les déplacements qui concernaient les centres.
Alors que dès qu'on sort un peu des centres-villes, la question devient un peu plus complexe puisque l'espace n'est pas aussi rare que ça. C'est difficile de mettre en place du coup des politiques de stationnement restrictives. Et il y avait des questions donc à se poser sur la transition de ces espaces. On a fait donc le calcul, représente 11% du territoire, mais tout de même presque 45% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en France, ça représente un enjeu important. Et des territoires qui sont entre le rural, dont on parle quand même, hein, enfin, dont on peut d'ailleurs expliciter aussi les politiques à mener, et les centres denses, et qui, à notre sens, ne recevaient pas suffisamment d'attention de la part des médias, de la part du public. Et ce que l'on a développé, on a essayé de développer dans le guide, c'est l'idée qu'il faut agir à la fois sur le système voiture, donc avec les actions dont vient de parler Arnaud, entre autres, mais aussi sans oublier la fiscalité, hein, parce que ça concerne aussi la cohérence entre l'utilisation de la voiture et l'utilisation des moyens alternatifs. Des fois, quand vous avez des véhicules de fonction, quand vous avez des indemnités kilométriques, après sur les domiciles travail, ça fait des ressorts du choix modal qui du coup sont fortement biaisés en faveur de la voiture. Et de l'autre côté, donc mettre en place un système alternatif à la voiture, mais donc du coup en le pensant en tant que système, donc avec les véhicules, mais aussi les infrastructures, donc les infrastructures de circulation, les infrastructures de stationnement. Disons que la notion de système est très facilement transposable au vélo, de la voiture au vélo. Au sens où, assez vite, on a vu apparaître des actions peut-être sur les pistes cyclables, mais pas suffisamment sur le stationnement vélo. Or, le stationnement sécurisé vélo est un frein principal à l'utilisation du vélo. Donc, l'idée vraiment de penser le système vélo en tant que système, donc avec les infrastructures de circulation, mais aussi de stationnement, avec les services. Quand on parle de vélo, d'ailleurs, je pense plutôt à toute la famille des cycles. Et donc, du coup, comment on fait réparer son vélo assistance électrique, son vélo cargo, voilà, tout un système de services qui doit être présent pour permettre d'accéder en fait à ce mode de déplacement. L'imaginaire. On travaille dessus, d'ailleurs, chez Project, beaucoup sur comment changer les imaginaires qui sont liés au mode de déplacement. Mais aussi tout le fonctionnement du système alternatif au système voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Un système qui est composé à la fois de la marche, donc la possibilité de marcher de façon sécurisée. C'est vrai dans les villes-centres, mais ça n'est déjà dès qu'on sort dans les zones de moyenne densité et encore moins dans le rural, la sécurité des cheminements n'est pas forcément une réalité. Même donc, pour les déplacements courts, du coup, ça incite à utiliser la voiture. La sécurité aussi des déplacements vélo. Les transports en commun, quelle place pour les transports en commun? Quel type de transport en commun pour des zones moins denses, et surtout comment on gère l'intermodalité avec des modes de déplacement, et notamment le train, mais aussi les cars express, système qu'on a étudié aussi hein, dans le rapport du Shift. Et donc comment on va amener un service fréquent qui puisse arriver, par exemple, dans les villes-centres, mais sur lequel il y aurait tout un système d'intermodalité qui permette d'enchaîner facilement les déplacements. Il y a tout le système d'information et de tarification qui permet de lever des freins, puisque de fait, si vous devez acheter plusieurs tickets, c'est un frein aussi important. Et puis, il ne faut pas oublier que la voiture fait aussi partie du système alternatif à la voiture. Mais
autrement, c'est-à-dire c'est les voitures légères, les véhicules intermédiaires, du coup, c'est-à-dire tous les véhicules qui sont compris entre le vélo et la voiture classique, donc les quadricycles électriques, etc., les vélos cargo, mais aussi la voiture classique utilisée autrement, c'est-à-dire avec du covoiturage, avec de l'autopartage qui permet de l'utiliser davantage, etc. Donc c'est ça le système alternatif en fait. Très bien, merci beaucoup. L'objectif aussi global de cette univers shifté, c'est de se tourner vers des futurs souhaitables. Donc futurs souhaitables qui consisteraient notamment ici à se diriger vers d'autres véhicules individuels que la voiture. On pense notamment aux véhicules intermédiaires qui ont leur domaine de pertinence, notamment dans les zones à moyenne densité. Aurélien, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une présentation de ces véhicules et de leur pertinence, de ce qu'ils peuvent amener et de pourquoi il s'agirait d'un futur plus souhaitable? Oui, peut-être en élément de contexte un peu global, il y a en effet la prédominance de la voiture qu'on a pu voir tout à l'heure. Avec en fait la voiture qui a tendance à répondre à une très grande diversité de pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pratiques de mobilité sont très diverses au sein de la population et on a tendance à y répondre avec la voiture qui finalement est un mode assez normé, c'est-à-dire en général 5 places, la vitesse maximale des véhicules qui sont mis en vente, c'est de l'ordre de 180 km/h. Un véhicule d'une tonne, une tonne 5, voire même plus pour un certain nombre de véhicules, notamment électriques. Une autonomie souvent pour les véhicules, les voitures électriques qui sont proposées sur le marché de l'ordre de 300, 400 km, etc., qui en fait sont ces caractéristiques-là qui sont largement surdimensionnées pour énormément de trajets, notamment du quotidien. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir cet objet qui est calibré globalement pour faire partir une famille en vacances, mais si bien que même pour des ménages, par exemple dans les zones rurales qui seraient avec seulement 2 personnes, et bien souvent elles vont avoir 2 voitures de 5 places qui permettent de partir en vacances. Et ce qui est bien évidemment largement surdimensionné, à la fois pour les trajets du quotidien, mais même pour les éventuels trajets de départ en vacances pour ce type de ménage-là, 5 places n'est pas forcément utile, et avoir 2 véhicules qui permettent en même temps de partir en vacances pour une seule famille, c'est pas non plus quelque chose qui est spécialement utile, spécialement sobre. Donc après, à partir de cette réflexion, l'idée c'est de se dire, comme il y a une diversité de pratiques, on a intérêt à avoir une diversité de véhicules aussi qui permettent de répondre à cette diversité d'usages. Alors bien évidemment, les différents modes de transport, la marche, le vélo, les transports en commun, mais aussi des véhicules plus sobres par rapport à la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est là que justement des véhicules intermédiaires entre le vélo classique et la voiture classique telle qu'on la connaît aujourd'hui peuvent avoir leur utilité, à la fois pour étendre le domaine de pertinence du vélo. Si on regarde par rapport au vélo, c'est potentiellement avoir une assistance électrique qui permet d'étendre le nombre de personnes qui peuvent se mettre au vélo. On voit que les pratiques sont assez différentes, rien que quand on ajoute une assistance électrique. Les déplacements sont un petit peu plus rapides, donc un peu plus longs aussi, en général, dans ce qu'on voit dans les pratiques. Ça peut être des speed pedelecs, ça ce sont des sortes de vélos assistance électrique qui vont jusqu'à 45 km/h, donc légalement ce sont des cyclomoteurs, mais ils peuvent avoir leur pertinence, notamment dans des zones peu denses. Ça peut être les vélos cargo pour emporter des charges, emporter des enfants. Ça peut être des vélos adaptés pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes à mobilité réduite. Ça peut être aussi des vélos mobiles ou des vélos voitures là, qui commencent à se rapprocher, on le voit dans le nom, qui se rapprochent davantage de la voiture avec du coup une carrosserie qui permet de se protéger des intempéries, qui permet de se rapprocher un petit peu plus déjà d'usage de la voiture. Et puis si on part de la voiture, c'est de se dire on peut aller vers des véhicules beaucoup plus sobres, donc que ce soit de la mini-voiture, de la voiturette, ou bien encore une fois, après si on va sur quelque chose encore plus léger, on tombe sur des micro-voitures, potentiellement moins de 200 kg. Si on met un pédalage à l'intérieur, ça devient un vélo-voiture. Et à ce moment-là, on est sur des véhicules qui sont beaucoup plus sobres que la voiture. Après, bien évidemment, derrière tout ça, à quel point ces véhicules-là sont souhaitables, ça dépend des usages. C'est-à-dire que si jamais on remplace de la marche et du vélo par ces véhicules-là, on sera sur des impacts qui sont plus importants. Mais aujourd'hui, au vu de la prédominance de la voiture, on a tout un potentiel énorme en fait, pour aller vers des véhicules plus sobres de ce type-là. Et c'est vraiment
cette transition-là qu'il faut faire, c'est que bien évidemment, il y aura un intérêt environnemental en termes de transition que si ces véhicules-là remplacent la voiture. Et c'est notamment dans les zones rurales, là où la prédominance de la voiture est extrêmement forte, où souvent c'est de la mobilité individuelle. Donc s'il y a une seule ou deux personnes à l'intérieur du véhicule, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture de 5 places. Et bien à ce moment-là, de transitionner autant que possible sur les mobilités du quotidien vers ce type aussi de véhicules plus sobres. Et puis là où ça demande plus globalement de revoir comment on organise la mobilité plus généralement, y compris les mobilités de longue distance, c'est que si jamais on a ce type de véhicule pour les trajets du quotidien, ça demande aussi potentiellement de faire autre chose sur les trajets de plus longue distance, donc idéalement du train, mais aussi du car, du covoiturage ou bien de l'autopartage, ponctuellement pouvoir louer des véhicules qui ne sont plus... qui sont calibrés, disons, pour des trajets soit de plus longue distance ou à plus nombreux, qui ne seraient plus forcément le type de véhicule qu'on aurait au quotidien. Donc ça demande aussi, là où ça fait le lien en effet avec la thématique des imaginaires, c'est qu'aujourd'hui, assez globalement, ces véhicules ne sont même pas connus, ils ne sont pas visibles dans l'espace public pour un certain nombre d'entre eux parce qu'il n'y a pas les pratiques, donc il y a besoin à la fois de les mettre en avant, d'avoir des projets de plus en plus, c'est en cours aussi, l'ADEME notamment qui soutient l'Extrême Défi, une quarantaine de projets pour concevoir et prototyper, tester des véhicules intermédiaires de ce type-là, notamment dans les zones peu denses, et puis après faire en sorte d'étendre progressivement les pratiques en ayant les bonnes incitations pour que ça se fasse en remplacement de la voiture. Merci à tous les quatre pour cette première partie de conférence. Avant d'étudier les politiques publiques et comment ces dernières peuvent miser sur la sobriété, je vous propose de prendre 2 questions sur cette première partie dans le public. Dans l'idéal, une femme et un homme. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais rebondir du coup sur ce shift vers ces nouveaux types de véhicules. Et effectivement, pour l'instant, on a un peu l'impression que ça se rajoute. Et comment vous voyez la transition, des avenues de transition, effectivement, peut-être avec un exemple dans les métropoles de Nantes, par exemple. Est-ce que vous avez vu, comment vous avez vu cette organisation de shift plutôt de voitures individuelles vers d'autres types de mobilité? Est-ce que vous voulez qu'on prenne directement la deuxième question ou déjà répondre à celle-là? Oui, on peut prendre la deuxième question et on répondra. Merci. Bonjour. La demande de transport, elle est très liée aussi à la répartition des infrastructures. Et aujourd'hui, on a un territoire français qui a beaucoup, enfin un territoire de la France qui a beaucoup changé, et énormément d'infrastructures de santé, mais aussi de commerce, se sont distanciées les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se concentrer dans des points précis qui sont très souvent les métropoles. Et la demande de transport, elle est aussi très liée à la distanciation qui s'est installée entre les habitants et ces infrastructures qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que au Shift Project, vous avez articulé la réflexion sur le volume de la demande de transport et ses caractéristiques, c'est-à-dire en termes de distance, de nécessité de s'abriter des intempéries, parce qu'il y a des distances à parcourir, et l'évolution de l'infrastructure, l'aménagement du territoire en général, c'est-à-dire est-ce que la concentration aujourd'hui d'énormément de services dans les métropoles et qui est en train de se poursuivre, par exemple la concentration de l'offre des services de santé qui désertent les zones peu peuplées et se concentrent sur les zones, les métropoles. Est-ce que cette organisation du territoire est compatible avec un shift sur les mobilités, alors pas forcément les mobilités justement dans le centre des métropoles, mais hors des métropoles? C'est-à-dire, voilà, je ne veux pas continuer.
Peut-être sur la première question, sur les véhicules intermédiaires. Alors pour l'instant, les pratiques qui se sont développées, ce sont soit pour les véhicules intermédiaires, disons, qui sont les plus proches du vélo. Donc typiquement, le vélo assistance électrique est en plein développement, les vélos cargo aussi. On voit que pour un certain nombre de ces pratiques-là, c'est en remplacement de la voiture, et d'ailleurs plus que pour le vélo classique. Donc là, typiquement, sur ce type de véhicule-là, on a des changements de pratiques qui sont particulièrement intéressants. Et après, les autres types de véhicules intermédiaires qui ont tendance à plus se développer aujourd'hui, c'est les mini-voitures. Donc en gros, soit les plus proches du vélo, soit les plus proches de la voiture qui sont en train de se développer. Et c'est vrai que là, il y a des effets rebonds, notamment sur le fameux exemple de la Citroën Ami, qui est une voiturette, donc pour le coup, qui est limitée à 45 km/h, qui du coup peut être accessible à partir de 14 ans, qui est un peu une particularité en France. Beaucoup d'autres pays n'ont pas cette particularité de pouvoir accéder si tôt à ce type de véhicule-là. Donc typiquement, ce genre de règles en fait conditionnent potentiellement les effets rebonds. C'est-à-dire que si jamais on choisissait de rehausser cet âge-là d'accès à ces types de véhicules, on limiterait cet effet rebond potentiel d'accès à la motorisation à des véhicules très proches de la voiture dès 14 ans. Pour plusieurs raisons, à la fois d'un point de vue de la transition, bien évidemment, c'est pas souhaitable, mais aussi d'un point de vue de la sécurité routière, ça pose vraiment des vraies questions, d'un point de vue de la consommation d'espace aussi, parce que souvent, bien évidemment, pour des jeunes, ça va le plus souvent remplacer de la marge, du vélo, des transports en commun, donc des mobilités qui sont plus vertueuses. Donc c'est vraiment une question d'incitation à remettre dans le bon sens pour que ces véhicules soient favorisés et soient plus favorisés, notamment par rapport à la voiture, et que les véhicules les plus sobres, voilà, aient plus d'incitations qui vont dans le bon sens. Et aujourd'hui, si on regarde les incitations fiscales, les aides à l'achat qu'il peut y avoir, eh bien, on n'est pas du tout sur quelque chose de cohérent où les véhicules les plus sobres seraient les plus aidés par les collectivités, plus globalement par la puissance publique. Typiquement, même à la fois en montant au global, mais aussi en pourcentage du prix d'achat, les voitures électriques, y compris des fois des grosses voitures électriques, etc., qui vont avoir plus d'impact, eh bien, sont bien plus aidées qu'un très grand nombre de ces véhicules intermédiaires, que ce soit de la mini-voiture ou bien même du vélo assistance électrique, du vélo classique aussi qu'il faut bien évidemment pouvoir aider, ou bien d'autres véhicules qui sont à développer à l'avenir et qui se développeront aussi s'il y a les bonnes incitations qui sont mises en place de manière générale pour qu'ils se développent, mais aussi pour que ça se fasse autant que possible en remplacement de la voiture. Il y avait peut-être un complément donc, sur une métropole comme celle de Nantes. Comment mener cette transition ? Alors comment on l'amène ? On adapte effectivement nos infrastructures. Alors même si on n'est pas encore complètement sur le modèle vélo-voiture, ça a été dit d'ailleurs, c'est plutôt un modèle qui se prédestine plutôt d'ailleurs aux usages plutôt dans le rural. Nous, on est effectivement plutôt sur le vélo, mais même le vélo lui-même, il évolue très vite. C'est-à-dire qu'on est passé du vélo classique au vélo électrique, au vélo cargo, au long tail. Et donc, on adapte nos infrastructures parce qu'effectivement, garer un long tail, c'est pas garer un vélo classique, c'est pas garer un vélo électrique. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on agrandit, en fait, pour dire les choses, nos standards à la fois pour le stationnement, mais aussi les aménagements vélo qui faisaient 1,80 m au mieux il y a encore quelques années. Là, sur des bidirectionnels, on est au minimum à 4 mètres. Et on voit bien qu'il faut agrandir la place, laisser à ces modes qui prennent encore plus de place, avec effectivement il y aura un vrai choix, je pense, à faire entre la voiture partagée et ces vélos-voitures. Et je pense qu'en milieu urbain, la voiture partagée, pour moi aujourd'hui, a encore plus de potentiel. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures réduites, on peut mettre 4 personnes dans une voiture électrique classique demain. Si on met 4 mini vélos-voitures les uns à côté des autres, je pense que ça prendra plus de place qu'une voiture partagée. Donc c'est pas non plus du systématique et c'est à chaque endroit finalement son mode privilégié. Merci beaucoup pour la réponse à cette première question. Peut-être sur la deuxième question, donc l'éloignement des services élémentaires, notamment santé. Oui, en fait, quand on a travaillé sur la mobilité, on a regardé un peu la question de la relocalisation des activités. Et en fait, je dirais, c'est une réflexion qui est un peu à ses prémices, c'est-à-dire il n'y a pas pour l'instant une réflexion nationale sur la relocalisation des activités pour réduire les distances. Donc ce qu'on fait pour l'instant, c'est plutôt de la sensibilisation sur ce sujet et on fait aussi émerger des idées ou des initiatives qui nous paraissent intéressantes.
Par exemple, dans le guide, on avait mis en évidence ce travail de l'ADEUS, donc à Strasbourg, sur la densité minimale qu'il faut pour attirer des services de proximité, donc supérettes, boulanger, etc. Et ça, c'est intéressant, mais c'est un travail qui est assez capillaire. C'est-à-dire qu'après, il faut aller voir aussi ceux qui détiennent le pouvoir des permis de construire pour dire, ben voilà, il ne faut plus donner des permis de construire là où il n'y a pas de desserte, à l'extérieur, etc. Il faut miser aussi sur une certaine forme de redensification pour attirer les services, puisqu'il en faut tout de même un petit peu. Il y a aussi la question des services itinérants, dont on a parlé dans nos travaux. Et donc, il y a plusieurs leviers, plusieurs opportunités qui nécessitent après d'être mises ensemble pour faire effet boule de neige, qui nécessitent d'être systématisées aussi au niveau national. Merci beaucoup. On reprendra des questions du public un petit peu plus longuement à la fin. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette conférence qui consiste à faire le constat de l'échec des innovations technologiques, de la limite des incitations et de trouver finalement quelle politique publique mener afin de mener plus de sobriété. Avant tout, peut-être Aurélien, pourquoi faut-il surmonter les leviers technologiques? Qu'est-ce qui finalement participe principalement à l'augmentation des émissions du secteur et pourquoi miser sur la sobriété? Oui, peut-être déjà une première réponse assez simple, ce serait déjà de montrer cette courbe qui montre l'ampleur du défi en termes de baisse d'émissions qui est nécessaire, sachant que ça c'est une courbe un peu dépassé maintenant, presque, parce qu'on a des nouveaux objectifs, donc avec le Fit for 55 au niveau européen, au niveau français, du coup, des objectifs qui sont rehaussés. La nouvelle stratégie nationale bas carbone qui est en préparation actuellement, qui du coup va nécessiter, même à l'horizon 2030, une pente encore plus forte que ça sur la baisse des émissions. Bien évidemment, quand on voit ça, on se doute bien déjà que juste des changements technologiques ne suffiront pas. Et quand on regarde le passé et les différents leviers, on a aussi finalement cet élément-là qui ressort finalement de différents leviers qui n'ont pas forcément été dans le bon sens, pas suffisamment rapidement, en tout cas pour baisser les émissions à court terme par rapport à des tendances, en tout cas sur les années 2010, où on était sur des émissions relativement stables. Depuis, il y a eu le Covid, puis un rebond qui a suivi. On est potentiellement toujours un peu dans ce rebond post-Covid qui fait qu'en fait, on a un retard vraiment important qui est un peu caché sur les toutes dernières années avec cette crise du Covid sur les courbes d'émissions, mais qui va demander d'accélérer très fortement, déjà parce qu'on était en retard sur les anciens objectifs, mais en plus parce que les objectifs sont aujourd'hui encore plus importants. Et quand on regarde les différents leviers qu'on peut solliciter, il y a 5 leviers dans la stratégie nationale bas carbone. Il y en a qui font plus référence à la sobriété dans les mobilités, donc finalement les différents leviers ont déjà été abordés. Donc dans ceux qui sont plus de la sobriété, c'est la modération des distances de transport, donc cette modération de la demande de transport qui a été évoquée, faire du report modal, améliorer le remplissage des véhicules, notamment avec le covoiturage, aller vers des véhicules plus sobres, une réduction des vitesses qui peuvent permettre aussi de réduire ces consommations d'énergie des véhicules, et puis les leviers technologiques qui seront aussi indispensables, mais qui ne sont pas suffisants à eux seuls. Et en fait, historiquement, quand on regarde les dernières décennies, qu'est-ce qui a porté la hausse des émissions? C'est essentiellement la demande de transport, et c'est aussi les autres leviers de sobriété qui ont été dans le mauvais sens. Donc on a fait un report modal essentiellement vers la voiture, le remplissage qui a été dans le mauvais sens aussi, parce qu'on a de plus en plus de voitures individuelles, un remplissage moyen des véhicules qui a baissé, des véhicules qui sont de plus en plus lourds aussi. Donc sur cette sobriété des véhicules, on a également été globalement dans le mauvais sens. Et les leviers technologiques, eux, ont plutôt joué dans le bon sens, mais de façon complètement insuffisante pour avoir au global, pour compenser et même avoir une baisse significative des émissions. Donc à l'avenir, notamment à court terme, c'est comme on mise énormément sur la technologie aujourd'hui dans la stratégie nationale bas carbone, mais il va falloir rajouter une très grosse dose de sobriété si on veut réussir à atteindre les objectifs, parce que c'est sur ces aspects-là qu'il y a la plus forte marge de manœuvre à partir du moment où on mise déjà beaucoup sur la technologie et il y a une certaine inertie
au déploiement technologique et notamment au fait que renouveler un parc de véhicules pour aller vers de l'électrique, eh bien, ça prend du temps. Typiquement, en 2022, on était à 13% des ventes de voitures qui étaient électriques, mais aujourd'hui, on n'est toujours qu'à environ 2% des voitures dans l'ensemble du parc qui sont électriques. Donc, on voit bien que cette transition est assez lente, bien qu'elle soit rapide par d'autres aspects. Les changements sur le marché de l'automobile sont assez rapides, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas pour atteindre nos objectifs de court terme. Et puis, dernier point sur cette fameuse demande de transport qui, comme je disais, était le principal levier qui portait à la hausse les émissions. On le voit bien avec ces courbes-là aussi, où les émissions et la demande jusqu'à maintenant ont évolué un peu de concert. En gros, les émissions de CO2 par kilomètre parcouru aussi ont assez peu baissé, justement à cause des leviers de sobriété qui n'allaient pas forcément dans le bon sens jusqu'à maintenant. C'est très clair, merci. Maintenant, il serait peut-être pertinent de prendre un cas concret, notamment celui de la métropole de Nantes. Alors, comment apporter de la sobriété? Quelles mesures, quelles politiques publiques mener? Elles peuvent être d'accompagnement, de restriction. Qu'en est-il en tout cas dans la métropole de Nantes? Effectivement, on essaie de jouer sur les différents leviers. Du coup, sur la question de la gratuité, peut-être d'abord, enfin de la gratuité des tarifs. L'idée, c'est que d'abord, il faut que la mobilité elle soit accessible à tous, parce que tout ce qu'on se dit, c'est bien, mais remplacer sa voiture demain par un vélo-voiture, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Et du coup, il faut d'abord rendre les services accessibles à tous. Et donc pour ça, on a développé effectivement une tarification solidaire qui permet à la fois d'accéder au transport collectif, mais pas que. Cette tarification solidaire, elle s'applique à l'ensemble des services de mobilité. Donc on peut aussi bien louer un vélo, acheter un vélo, mais aussi payer son stationnement sur voirie avec un tarif solidaire. Lorsque effectivement les revenus des ménages ne le permettent pas. Et donc cette tarification solidaire, elle a été étendue jusqu'à un quotient familial de 900, donc ce qui est assez élevé en fait, pour permettre effectivement à tous les ménages qui en ont besoin de rester mobiles, parce que autant on veut réduire la mobilité des uns et des autres, autant l'accès à la mobilité, c'est quand même très souvent l'accès à l'emploi, l'accès aux services, et donc il est essentiel de le garder. Au-delà de ça, l'enjeu, c'est de faciliter finalement l'intermodalité, parce que un jour, on n'a pas tout non plus dans le quart d'heure, même quand on habite à Nantes Métropole. Donc, du coup, on a besoin de varier les modes de déplacement, et on voit bien que pour se passer de sa voiture, le frein psychologique est tel de cet abandon qu'on a beaucoup de mal à avoir, parce que autant l'usage, il baisse, ça y est, on voit la baisse de l'usage de la voiture, mais la possession de la voiture, elle baisse beaucoup moins vite. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de mal à l'abandonner complètement. Et pour faire cela, il faut qu'on puisse passer d'un mode de déplacement à un autre très facilement. Il faut une billettique unique. Il faut qu'on ait à payer qu'une fois par mois l'ensemble de nos services de mobilité. On ne peut pas avoir 4 démarches à faire sur 4 sites différents. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on engage sur effectivement le parcours de l'usager. Comment on le simplifie, comment on le rend lisible, avec y compris d'ailleurs du marketing. Là, une nouvelle marque mobilité qui va regrouper tous les services de mobilité qui aujourd'hui ont chacun leur nom. Donc, c'est même pas lisible que finalement, derrière tous ces services, il y a effectivement un service public opéré par la métropole. Donc, c'est comment est-ce qu'effectivement on simplifie tout ça pour faire en sorte de faciliter ces usages. Malheureusement, c'est rarement suffisant, et donc la contrainte reste quand même un levier, il faut le dire. En tout cas, c'est le plus efficace. Je dois le dire, même si très rarement on applique la contrainte pour la contrainte. C'est-à-dire que je prends l'exemple là, de l'extension du stationnement payant. On est actuellement en train d'étendre le stationnement payant. On multiplie par 2 le nombre de places qui vont rentrer dans ce périmètre. Donc forcément, grosse levée de bouclier, des gens qui pouvaient se garer devant chez eux jusqu'à présent et qui demain, parce que qui dit extension du stationnement dit marquage des places et donc réduction du nombre de places en plus de le rendre payant. Donc effectivement, il y a je veux dire, des craintes qui sont liées à ça. Et donc, ces contraintes que l'on pose, on vient en même temps, forcément, on les accompagne d'une évolution de l'offre de services, de nouvelles infrastructures, que ce soit des aménagements pour le vélo, pour les transports collectifs, que ce soit la tarification solidaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la contrainte, oui, mais j'ai envie de dire, nous, tout notre rôle, c'est ça, c'est de faire en sorte que cette contrainte, elle soit acceptable par le plus grand nombre, pour pouvoir effectivement la mettre en œuvre jusqu'au bout.
Et donc là, j'ai pris l'exemple du stationnement, mais maintenant, on met aussi régulièrement, par exemple, des rues en sens unique pour pouvoir y faire des aménagements vélo. On supprime du stationnement voiture de façon très importante, parce que quand même, la voiture, 90% du temps, elle est quand même garée sur l'espace public. Donc, il faut qu'on arrive à libérer de l'espace pour pouvoir faire des aménagements vélo, mais aussi pour remettre des arbres en ville, etc. Donc, on a un vrai enjeu là de jouer sur les différents leviers. Donc, merci beaucoup. En effet, ces leviers les leviers de sobriété sont à saisir pour réduire l'empreinte du secteur. Et quelque chose d'intéressant, c'est finalement donc cette sobriété qui passera a priori donc par la réduction au global de la somme donc des émissions de chacun. Si on rentre dans la granularité un petit peu, c'est peut-être pas abaissé de la même part pour chacun. Et il y a des éléments sociaux très importants là-dedans, avec notamment la prévention de l'accumulation de mobilité carbonée par une partie de la population. Les leviers activés pourraient être, par exemple, la taxation carbone, qui, on l'a vu, a plutôt vécu un échec social. Ou sinon, on pourrait s'intéresser aussi aux questions de rationnement de mobilité carbonée, de quotas carbone appliqués à nos mobilités. Et Arnaud, je vous laisse peut-être introduire ce sujet. Oui, alors effectivement, nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur la question du rationnement carbone des mobilités avec le Forum Vie Mobile. Donc, je vous renverrai à leur site pour voir un peu les différents travaux qui ont pu être réalisés sur ce modèle. L'idée, c'est qu'il faut réduire la demande de mobilité. L'idée, c'est que ça ne va pas se faire tout seul parce qu'on aime bien tous et toutes bouger et qu'on a une partie de contraintes qui nous font bouger. Et donc, plutôt que de simplement compter sur des offres alternatives, il y a un moment où il faut contraindre. Alors, en fait, c'est pas nouveau. On est déjà contraint par notre argent, par tout un tas d'éléments qui font qu'on a une vie déjà contrainte. Et il s'agit plutôt d'expliciter ces contraintes CO2, et peut-être on peut en envisager d'autres, et de les incarner dans l'un des secteurs les plus émetteurs, qui est la mobilité, mais aussi dans l'un de ceux où c'est le plus facile à contraindre, parce que si je commence à appliquer les quotas carbone sur l'alimentation, c'est beaucoup plus difficile de retracer le carbone émis pour retrouver ce qu'il y a dans mon assiette, que de regarder simplement, de contrôler les lieux d'achat de billets d'avion et de litres de carburant. Il y a très peu de gens qui vendent du carburant et des billets d'avion. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un modèle sur ces questions-là, avec l'idée qu'on peut aussi collectivement construire un certain nombre de critères, comme les critères qui existent pour les impôts sur le revenu. On ne paye pas tous et toutes les mêmes impôts en fonction de différents critères qui ne sont pas si nombreux mais qui existent. On peut penser à déployer des quotas de mobilité individuelle pour la partie mobilité individuelle, et puis une autre partie qui serait plutôt liée à l'activité professionnelle, et notamment au domicile-travail, en pensant à un autre secteur qui serait donc des quotas attribués aux employeurs qui auraient à les gérer, soit pour les mobilités internes aux entreprises, aux structures, soit pour prendre une partie, ou tout ou partie, du domicile-travail, afin que les plus pauvres ne soient pas évidemment relégués au plus loin de leur lieu de travail. Ça me paraît important d'insister sur le fait qu'on a beaucoup parlé des mobilités un peu contraintes. Évidemment, le foncier, etc., fait qu'on va vivre loin des lieux denses. Mais il faut rappeler quand même que, notamment pour l'avion, la principale motif de déplacement en avion, c'est le tourisme. Et donc, ce n'est pas une mobilité contrainte, c'est une mobilité choisie, et qui en plus est choisie par, évidemment, les gens qui sont soit plus diplômés, soit plus riches. Et du coup, c'est en introduisant une dynamique collective et collectivement construite, évidemment, et démocratiquement construite, on peut réussir on pense possible peut-être, de réduire cet impact des mobilités. Et je reprendrai un intervenant de la table ronde précédente générale ce matin qui disait que finalement le quota carbone, c'est la garantie de la continuité de notre liberté démocratique. Et en fait, une des errances qu'on a vécues avec le 19e siècle, c'est qu'on a associé liberté et mobilité. On a associé le fait que j'allais m'affirmer, moi, comme citoyen libre et comme citoyen ou citoyenne, électrice, électeur,
ça s'associe au fait que je puisse librement bouger. Alors librement bouger, oui, mais librement bouger plus loin, plus vite, etc. Tout ça, en fait, il y a un moment où il faut dissocier ces histoires-là, et le quota, à mon avis, est un outil pour le faire. C'est très clair, merci. Peut-être des derniers éléments afin de conclure, Laura. Peut-être des compléments sur l'accompagnement au changement, mais aussi sur la nécessité d'évaluer les politiques publiques et donc tout type de levier activé. Pourquoi et comment mesurer ces politiques publiques? Oui, alors on met beaucoup l'accent au shift sur la question d'accompagner les évolutions, notamment dans la mobilité, puisque de fait, ça va toucher à quelque chose qui est voilà, où il y a à la fois une identification en fait au niveau de la liberté, mais il y a aussi une dépendance économique, il y a aussi tout un tas de représentations qui sont liées à là où on vit et comment on se déplace. Et en fait, on a mis en évidence un peu 3 catégories d'accompagnement qui sont réalisées par beaucoup de territoires, mais qu'il s'agirait de systématiser. C'est des accompagnements plus animation territoriale. Donc là, ils ne sont pas forcément ciblés sur des catégories spécifiques, quoique ça peut l'être. Je pense à la fête du vélo, je pense à des challenges mobilité, où en fait on va en entreprise avec des modes de transport décarbonés et tout ça. L'intérêt de ces actions, c'est vraiment celui de initier un mouvement, faire tester, voir, créer de l'émulation autour d'événements festifs. Après, d'une façon un peu plus ciblée, il y a tous les ateliers de remise en selle, d'initiation aussi à l'utilisation des transports en commun qui peuvent être hors de la zone dense, difficile aussi à utiliser. C'est aussi un savoir-faire d'utiliser les transports en commun. Et donc, il y a des actions d'accompagnement là-dessus. Et il y a aussi des actions d'accompagnement, pour le coup, beaucoup plus ciblées, qui visent notamment les grands utilisateurs de la voiture. Alors, il y a eu, par exemple, à Grenoble, toute une action sur les possesseurs de voitures critère 5. Et donc, comment les accompagner à utiliser d'autres modes de transport en faisant un bilan qui est plutôt personnalisé de leurs émissions, de ce qu'ils dépensaient en fait pour leur déplacement, et aussi en leur faisant tester selon leur localisation, en leur faisant tester soit les transports en commun, soit le covoiturage, soit le vélo assistance électrique, etc. Ça, c'est pour les actions d'accompagnement. Et sans accompagnement, c'est vrai que ça marche beaucoup moins bien. Ce n'est pas parce qu'on met en place une offre que les gens vont la tester spontanément. Sur la question de l'évaluation, elle est cruciale parce que de fait, c'est celle-là qui nous permet de savoir si on a effectivement mis en place une action favorable à la décarbonation ou pas. C'est-à-dire, si on met en place même des vélos assistance électrique, est-ce que les gens marchaient avant d'utiliser, ou est-ce qu'ils prenaient leur voiture? Alors, s'ils prenaient leur voiture, on a décarboné, mais s'ils marchaient, on n'a pas du tout décarboné. Et ça, on ne peut le savoir qu'en passant des questionnaires et des enquêtes auprès des utilisateurs pour comprendre, et aussi pour évaluer systématiquement les politiques publiques. Est-ce qu'on a bien dépensé l'argent public pour aller dans le sens de la décarbonation? Et je termine juste sur une remarque, c'est que cette démarche, elle nécessite aussi d'une mise en commun d'un certain nombre d'informations qui sont détenues par des acteurs différents. Et je pense par exemple sur le vélo, aux associations vélo, aux communes, aux intercommunalités, etc. Donc il y a aussi toute une approche à avoir là-dessus sur le partage d'informations et comment on fait ce suivi ensemble.
Merci beaucoup et ça clôture notre conférence. Bien sûr, on va prendre des questions du public. Donc, je vous propose de prendre au moins 2 fois 2 questions, sachant qu'il nous reste un petit peu moins de 30 minutes. Oui, bonjour. Vélo-taffeur depuis 15 ans. J'ai un biporteur sur Nantes depuis 8 ans. Du coup, sobriété, je suis convaincu. Par contre, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même une résignation d'une certaine catégorie de personnes de ne pas vouloir enclencher cette sobriété en se raccrochant à un peu des chimères technologiques, donc notamment le rôle de l'hydrogène. Et en fait, donc sur la métropole de Nantes, donc il y a plusieurs cas intéressants. Et en fait, on voit que d'un côté, on a des pépites en fait qui nous proposent des mobilités décarbonées. Et en même temps, on a des échecs, je pense par exemple à la station hydrogène de Marcel Paul, à des échecs en fait, qui ont été faits déjà il y a plusieurs années, dont on ne parle pas. Et j'aimerais bien qu'ici, on se mette tous d'accord en disant que voilà, la mobilité neutre en carbone, parfaite, avec 1000 km d'autonomie, ça n'existe pas, et qu'il faut aller vers la sobriété des véhicules, et que c'est la voie, quoi. On va en prendre une deuxième question peut-être. Une femme dans l'idéal. Bonjour, merci pour cette conférence. Vous avez parlé du service express métropolitain pour justement relier les villes plus lointaines que simplement la métropole. Je voulais savoir si vous n'aviez pas peur que la métropole de Nantes devienne une deuxième Île-de-France et quels étaient les moyens pour justement ne pas en arriver là, l'enfer des transports et les 2 heures de transport journalier pour faire domicile-travail. Merci. Alors, pour la première, effectivement, il y a, de façon générale, je pense qu'on partage l'idée de se dire que, personnellement, la technologie, c'est un des volets. Ça a bien été dit tout à l'heure, et c'est pas le seul. Et en tout cas, pour nous, en tant que métropole, c'est pas celui sur lequel on agit en premier, pour dire les choses. C'est pas le premier levier, même si on l'accompagne, on va déployer des bornes. J'ai pas eu le temps de dire tout ce qu'on fait. Effectivement, sur l'hydrogène, une expérience qui n'a pas été concluante. Aujourd'hui, il n'y a pas de flotte, en fait. On a une station qui permet de recharger, mais derrière, il n'y a pas de qui était faite notamment à la base plutôt des poids lourds. Il n'y en a pas, en fait. Donc, pas encore. Après, peut-être. Oui, non, mais là, elle ne fonctionne plus, mais c'est un vrai sujet. On se pose la question de la réparer ou pas pour aller au bout du... Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on garde quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui demande des coûts d'entretien ou pas? Donc là, on est dans ces questionnements. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc, sur le fond, je partage. Sur, effectivement, la deuxième question, qui était de se dire... Sur une deuxième Île-de-France, avec 2 heures de transport. Tout à fait, le service express métropolitain. Bon. On n'y est pas, je pense que, heureusement pour nous, et on ne sera pas sur un service... D'ailleurs, le nom a changé. C'était le RER métropolitain qui est devenu service express métropolitain, qui devient service express régional métropolitain. Bon, voilà, je pense que rien que la terminologie dit bien ce qu'il y a derrière. Chez nous, l'objectif, c'est un train à la demi-heure. Donc, voilà, on a de la marge pour être au niveau, effectivement... parisien. Pour autant, pour les gens qui habitent en deuxième couronne, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu. Le tram-train, quand même, Clisson, marche très bien. On voit que ça apporte quand même, pour toutes les personnes qui vivent aujourd'hui de façon plus éloignée, le train est un levier intéressant. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, il est à l'heure, il faut quand même pas avoir beaucoup de contraintes professionnelles pour s'engager sur un train à l'heure qui a aussi quelques aléas que les usagers du train connaissent bien. Donc voilà, c'est plutôt sécuriser, j'ai envie de dire, et fiabiliser un service à la demi-heure, donc on n'a pas trop de crainte. Deux choses. Effectivement, sur les RER métropolitains, qu'il ne faut plus appeler comme ça, c'est assez frappant parce que le RER est quand même quelque chose d'extrêmement négativement subi en Île-de-France. Et par ailleurs, les ordres de grandeur de trafic ne sont pas du tout ceux du RER A, avec ses plus de 1 million de personnes par jour.
on est sur des trafics qui sont de l'ordre du tramway, je crois, en termes de quantité de personnes par jour. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais en fait, c'est autre chose, quoi. Et sur l'hydrogène, moi, ce qui m'avait frappé, c'était le plan de relance d'après le Covid de Bruno Le Maire, en fait, pour le dire comme ça, qui a mis je ne sais plus combien de milliards sur l'hydrogène et 40 millions, 20 millions sur le vélo, non, je ne sais plus, quelque chose comme ça. 20 millions sur le vélo. Et donc l'hydrogène, si tant est que ça marche un jour, il faudra encore choisir pour quels usages, puisqu'il n'y en aura pas pour tout. Donc on peut envisager d'en faire pour du train, comme le fait Alstom en Allemagne du Nord, et peut-être, et je ne sais même pas si ça marche très bien, mais enfin voilà. En tout cas, il serait scandaleux que ça soit utilisé pour des jets privés ou même peut-être des avions, et encore plus pour des taxis comme il y a Hype en Ile-de-France et peut-être à Nantes, je ne sais pas, qui sont des fantasmes technologiques avec des temporalités même d'horizon auxquels ça pourrait marcher, qui ne sont pas du tout dans l'ordre du rythme auquel il faut agir aujourd'hui. J'ajoute juste sur la mobilité quotidienne, quel intérêt de remplacer un mix énergétique déjà décarboné par de l'hydrogène, hein. Donc, enfin, voilà, il faut penser aussi. Oui, tout à fait. On va peut-être prendre à nouveau 2 autres questions. Idem, une femme, un homme, si possible. Oui, donc là, au fond de la salle. Hop, je vais me lever. Benjamin, je suis avec Gaëtan, on fait partie de l'association Vélio, donc on propose un véhicule intermédiaire. On a parlé tout à l'heure de l'extrême défi avec l'ADEME, donc on était lauréat la première année. Pour un peu compléter ce qui avait été dit, avec le Vélio, on essaie d'inventer un nouveau récit, et je pense que pour que de nouvelles solutions émergent, il va falloir aller dans ce sens-là, ouvrir les imaginaires et apporter aussi une désirabilité des nouveaux véhicules intermédiaires, ni vélo, ni voiture. Et après, pour rejoindre la réflexion de tout à l'heure, est-ce qu'on va falloir passer par des contraintes fortes et incitative? Alors, de quelle manière, j'en ai aucune idée, mais est-ce qu'on ne va pas avoir le choix de justement passer par des contraintes fortes pour aller dans les objectifs de diminution des émissions carbonées? Et pour répondre à une réflexion tout à l'heure de Madame Le Vionnet, vous disiez que une voiture partagée peut-être prendre moins de place que plusieurs mini-véhicules. Alors, en l'occurrence, le Vélio, on va parler de ce qu'on sait, ce qu'on a expérimenté. Le Vélio, c'est 2 adultes et 2 enfants potentiels. 4 véhicules garés les uns à côté des autres, c'est une place d'un véhicule, 5 places. Donc voilà. Et on n'est pas les seuls, hein. L'extrême défi, si vous avez regardé, c'est des centaines de véhicules intermédiaires qui sont en cours de prototypage et de développement. Donc, l'imaginaire des possibles est vaste, et c'est tout à chacun de se l'approprier pour un meilleur avenir. Voilà, merci. Bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais revenir sur le côté inclusif et équitable et savoir si vous aviez étudié et proposé des accompagnements un peu spécifiques pour des catégories d'âge, donc personnes âgées ou porteurs d'un handicap, même minime, mais qui du coup ne permettraient pas de prendre du vélo, ou les connexions intermodales soient difficiles, ou voire même les familles en charge d'enfants avec un parcours matinal un peu compliqué. Je peux peut-être commencer juste sur la question sur les véhicules intermédiaires, à quel point il y aura besoin d'incitations, de contraintes fortes. Bien évidemment, aujourd'hui, tel que le marché est fait, tel que les incitations sont faites, ça ne suffit pas, on le voit, pour avoir des véhicules sobres. Et les politiques ont été quand même globalement très fortement sur la transition technologique du parc automobile, sur des obligations
de passage à l'électrique qui, sans choix politique fort, ne se serait pas réalisé de la simple volonté des constructeurs. C'est-à-dire qu'ils ont été capables, sur ce volet technologique en tout cas, d'imposer des choses de manière assez forte. Et en fait, il faudrait faire la même chose sur le volet sobriété. Donc à la fois sur le volet sobriété des véhicules, donc avec ces contraintes ou ces incitations beaucoup plus importantes, mais aussi après sobriété beaucoup plus globalement sur l'ensemble de la mobilité. Si on fait le lien avec les imaginaires, bien évidemment, on peut citer la publicité aussi à ce moment-là. Bien évidemment, s'il y a eu la mode des SUV, si on va vers des véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus chers, de plus en plus haut de gamme, etc., il y a à la fois parce que les constructeurs ont une incitation à ça, tel que le marché est organisé, donc il y a besoin de réorganiser ça, mais aussi parce qu'une fois qu'ils avaient cette contrainte, ils ont poussé dans ce sens-là, notamment via la publicité, et vu les montants qui sont mis, bien évidemment, on se doute bien que ça a une vraie influence sur les choix. Si on veut changer justement ces choix, si on veut amener d'autres imaginaires de la mobilité, il va falloir aussi se questionner sur ce rôle de la publicité, que ce soit en termes de régulation, en termes de publicité qu'on autorise ou pas selon les différents types de véhicules. C'est aussi par là qu'il faudra que ça passe si on veut que plus globalement on ait d'autres imaginaires de la mobilité, notamment d'autres imaginaires des véhicules les plus souhaitables qui soient développés à l'avenir. Du coup, sur l'accompagnement social, donc au-delà social, il y avait l'action des personnes handicapées, des personnes âgées dans un premier temps. Du coup, là, on a effectivement un service de TPMR, c'est un service à la demande où les personnes prennent rendez-vous, victime de son succès, pour dire les choses, même si on a le plus gros de France, il est déjà et encore sous-dimensionné. Et donc là, on expérimente en fait un nouveau service en lien avec des associations qui permet justement de rendre les personnes autonomes dans l'usage notamment des transports en commun. C'est-à-dire qu'on les accompagne individuellement sur leur trajet pour pouvoir effectivement, on espère à terme les rendre autonomes, et même si c'est pas pour les rendre autonomes, ça permet qu'elles utilisent le réseau en fait classique de tout le monde et qu'il n'y ait pas un service spécifique qui forcément est plus limité puisque individuel pour chaque déplacement. Donc il y a bien un travail dans ce sens-là, et effectivement le vieillissement de la population de façon générale est l'un des grands enjeux de demain. Et on a aussi par exemple un des vélos équilibre qu'on met à la location pour des personnes âgées, des personnes handicapées, enfin voilà, qui permet aussi qu'elles puissent se déplacer par ce mode-là. Sur la question des horaires, nos horaires, on les adapte effectivement au fur et à mesure, notamment ceux des transports en commun, avec des plages horaires qui augmentent régulièrement en fait. Donc effectivement, tôt le matin, les horaires ils sont calés d'ailleurs sur l'ouverture du CHU, pour dire les choses, des plus gros employeurs de la métropole, donc, et pour permettre effectivement justement ces questions d'accompagnement des enfants aussi, des salariés qui commencent tôt pour pouvoir faire sa journée de travail. Mais ça évolue en permanence parce que, j'ai envie de dire, le rythme de la ville évolue aussi en permanence. Pour revenir sur le fait que ces véhicules qui sont plus proches de nos corps font plus réapparaître les disparités, les handicaps, le vieillissement. C'est un véritable défi parce qu'en fait, la menace à l'autre extrême, c'est le véhicule autonome. En fait, c'est la fuite en avant. Et c'est un des discours de justification du développement du véhicule autonome qui est d'être plus inclusif. Donc là, il y a un véritable défi très important pour les véhicules sobres de gagner le combat de l'inclusivité. On va prendre... Oui. Oui, non, je pensais que ça passe aussi par une réappropriation de l'activité physique. C'est-à-dire que, au-delà de celles qui peuvent être des situations spécifiques, on perd l'habitude de marcher, de faire du vélo, etc. Et après, on est tout de suite effrayé par... une demi-heure de marche ou quelque chose voilà, qui nous fait bouger. Et donc, c'est aussi une réappropriation de ce côté physique du fait de se déplacer aussi. Et pour la santé aussi. Merci. Peut-être deux dernières questions avant de terminer. Ouais. Bonjour Nicolas. Donc, j'ai une question sur le report modal, en particulier sur la ville de Nantes. Donc pour que les gens passent de la voiture au vélo, ils ont besoin de se sentir sécurisés. Et il y a un site qui a publié récemment, la ville.plus, un classement des métropoles françaises. Et donc on y lit que Nantes est 19e.
Et au-delà de la note, Strasbourg est premier. Pour avoir habité dans les deux villes, on sent bien la différence. Avec à Strasbourg, on a beaucoup de voies qui se sont séparées des voitures, on se sent plus en sécurité. Vous avez mentionné qu'il y aura 50 km d'ici à 2026. On ne se rend pas bien compte en fait, à quel point c'est important ou pas et à quel point ça va permettre un report modal pour les gens qui sont peut-être moins en confiance sur le vélo. Et voilà, est-ce que l'effort est suffisant? Et sinon, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de budget ou c'est... Quel est le problème? Merci. Bonjour. Je suis là. Moi, c'était plus le partage d'un constat où, pour personnellement faire beaucoup de trajets dans le milieu rural pour mon quotidien, en fait, il n'y a pas du tout d'infrastructure pour accueillir des vélos. Et vous parliez tout à l'heure de vélo-voiture, ça me paraît très dangereux d'avoir ce type de véhicule s'il n'y a pas les aménagements aussi derrière, quand on voit toutes les voitures qui peuvent aller très vite. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire là-dessus, quoi, pour pouvoir aussi inciter les gens à prendre le vélo et des moyens un peu plus doux que la voiture, quoi. Merci. Peut-être sur la sécurisation effectivement des aménagements vélo. Oui, 50 km, alors c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé. On a plus que doublé le budget vélo dans ce mandat. C'est avant tout une question de budget, mais pas que, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, on a commencé par du coup dessiner ce fameux schéma directeur des itinéraires cyclables, alors qui a un linéaire bien plus supérieur aux 50 km. Donc pour vous répondre à votre question, non, ce ne sera pas suffisant. C'est la première brique de ce schéma qui en fait 250. Donc du coup, on a encore un peu de marge. L'idée, c'est bien sûr, c'est pas moi qui déciderai, mais dans le mandat futur, j'imagine qu'on ira encore plus vite. C'est-à-dire que là, on a doublé. On peut imaginer que on va continuer sur cette dynamique de croissance. Effectivement, Strasbourg a un passif beaucoup plus important et avait beaucoup d'avance sur le sujet, qu'on essaye de effectivement rattraper au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire, il y a l'aménagement, il y a aussi les comportements, il y a le fait de passer la ville à 30 qui y contribue aussi. Comme on l'a dit, c'est un des leviers et c'est pas le seul. Après, pour observer au quotidien et le pratiquer au quotidien, on voit bien aussi que finalement la masse, le nombre de cyclistes sur l'espace public fait qu'aujourd'hui, il y a une attention des automobilistes beaucoup plus grande qu'hier, pour dire les choses. Et donc, ça va aussi contribuer à ce sentiment de sécurité, quoi, parce qu'on ne pourra pas sécuriser les aménagements partout, pour tout le monde, au rythme auquel ça va. Parce qu'au-delà du coût financier, il faut le savoir, faire des aménagements sécurisés, ça veut dire derrière des études réglementaires, des études d'impact. Enfin, ça se compte en années, pour dire les choses. Donc, ce qu'on a dit qu'on livrerait dans le mandat, on l'étudie depuis le début du mandat. Ce sera juste livré dans le mandat, mais ça vous donne un peu l'ordre de grandeur du temps qu'il faut entre la concertation, les études, les marchés, les études réglementaires et les autorisations réglementaires à avoir et les travaux pour pouvoir effectivement livrer ce genre d'aménagement. Et c'est un vrai sujet, je pense, par rapport à l'urgence à laquelle on est. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire quand il faut 3, 4, 5 ans pour sortir un aménagement et quand on voit l'urgence dans laquelle on est pour avoir ces usages qui se développent, à mon avis, là, il y a un vrai sujet pour faire évoluer les choses et qu'on aille beaucoup plus vite, en fait. Peut-être en effet sur les véhicules intermédiaires et leur sécurité dans les zones peu denses, dans les zones rurales, déjà ça va dépendre beaucoup en fait du type de véhicule dont on parle. C'est-à-dire qu'en effet pour ceux qui sont les plus proches du vélo, qui sont des vélos, il y a besoin pour se sentir en sécurité, en effet sur tout un tas d'axes qui sont fortement fréquentés, d'avoir des infrastructures dédiées. Aujourd'hui elles n'existent pas. Ça va prendre du temps, donc il y a aussi besoin pour toute une partie des infrastructures de voir comment on partage la voirie aussi. Donc ça interroge, comme ça a été dit tout à l'heure, la question de la vitesse. Ça peut être des aménagements qui sont plus simples à partir de l'existant. Donc il y a par exemple des chaussées doux qui ne sont pas des aménagements pour le coup vraiment sécurisés, mais qui permettent au moins, disons, un peu un moindre mal de partage de la voirie. Ça doit s'accompagner en effet de réduction de vitesse. Typiquement, si je prends l'exemple des Pays-Bas, la majorité des petites routes rurales sont à 60 km/h. Donc ça veut dire que déjà à cette vitesse, le partage se fait mieux. Et finalement, le fait aussi d'avoir des véhicules potentiellement plus rapides que le vélo classique peut permettre d'avoir un partage ou en tout cas un différentiel de vitesse entre les différents véhicules qui est plus faible. Donc c'est-à-dire que si à la fois on ralentit la voiture, mais qu'en plus ces véhicules intermédiaires sont plus rapides que le vélo classique, à ce moment-là, il y a un partage de la voirie qui peut potentiellement être plus facile, en tout cas en termes de différentiel de vitesse. Donc après,
c'est une question très clairement qui n'est pas facile et sur lesquelles il y a encore énormément de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est notamment de regarder les premières expérimentations qu'il y a. Il y a notamment l'association Innovation Véhicules Doux, ou INVD, qui est dans l'Aveyron, dans une zone vraiment très peu dense, même de moyenne montagne. Et ils ont été assez précurseurs sur la question du test des vélos-voitures. Et ils expliquent aussi un peu cette question de la sécurité qui revient souvent, et de l'adaptation aussi du comportement des autres automobilistes à la vue de ces véhicules un peu bizarres, qui sont un peu plus lents, qui sont plus petits, qui sont aussi un peu inconnus pour l'instant. Et ils ont tendance à observer qu'il y a une certaine adaptation aussi des pratiques des automobilistes. Après, il y aura besoin dans tous les cas de régulation des comportements qu'il y a beaucoup aujourd'hui sur les routes, de comportements de vitesse beaucoup trop rapide ou de comportements dangereux. Et ça aussi, ça doit faire partie d'une politique de transition. Si on veut avoir des véhicules plus légers, plus sobres, plus vulnérables, qui soient malgré tout utilisables dans l'espace public ou sur les infrastructures actuelles, parce qu'on ne pourra pas partout, tout le temps, avoir des infrastructures séparées pour tous les types de véhicules différents qu'on va développer à l'avenir. Merci beaucoup, et c'est donc sur ça qu'on va conclure. Je vous propose, si vous le souhaitez, de continuer les débats et les échanges, notamment avec Aurélien, autour d'une séance de dédicace, échange sur son dernier ouvrage. Autrement, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation pour l'univers Shifté, et merci à vous quatre.